Bonjour les amis de l'écologie humaine, nous sommes très heureux d'accueillir en ce jour une personnalité qui nous est particulièrement chère, car il s'agit de Pierre-Yves Gomez, qui est l'un des co-initiateurs du courant pour une écologie humaine. Pierre-Yves Gomez est économiste, il est professeur émérite à l'EM Lyon et il analyse depuis des décennies les mutations du capitalisme notamment. Aujourd'hui, nous l'interviewons sur ce que signifie le fait de travailler dans cette société qui vogue entre financiarisation de l'économie, numérisation et quête de sens. Bienvenue dans ce podcast du courant pour une écologie humaine. Vous trouverez ici des initiatives et des réflexions qui visent à construire un monde plus bienveillant et solidaire. Alors si vous êtes prêts, allons puiser l'inspiration pour construire le monde de demain grâce à l'interviewé du jour. Bonjour Pierre-Yves Gomez, merci de votre présence aujourd'hui avec nous. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Je suis Pierre-Yves Gomez, 66 ans, professeur émérite d'économie politique à EM Lyon et cofondateur du courant pour une écologie humaine. Alors sans doute peut-on commencer par définir ce qu'est le travail. Quelle définition en donnez-vous ? Comment définir le travail ? Ça, c'est une bonne première question parce que, en général, lorsqu'on a parlé du travail, on ne sait pas de quoi on parle. Toute activité n'est pas un travail. Tout effort n'est pas un travail. Pour qu'il y ait travail, il faut qu'il y ait la production d'un bien ou d'un service destiné à au moins une autre personne que moi-même. Donc, par exemple, si je me rase, je ne travaille pas, mais si je rase quelqu'un, je suis barbier, je travaille. Donc voilà, il faut qu'il y ait un tiers pour qu'il y ait travail. Le travail peut-il prendre différentes formes, et si oui, lesquelles ? Il y a de nombreuses formes de travail, dont une forme, c'est le travail marchand, comme on dit en économie, le travail rémunéré. Mais une partie importante de notre travail est du travail bénévole non rémunéré. Le premier, c'est le travail domestique, extrêmement important. Le travail qui consiste à alimenter, à nettoyer, à faire en sorte que de pouvoir vivre dans une cellule familiale, même si elle est réduite à une personne, mais c'est une cellule familiale, pouvoir vivre dans une sphère qui soit saine, c'est du travail. Quand il y a des enfants, il y a tout un travail éducatif qui est très important, parce que quand il est par réalisation, on dit les parents ne font pas leur travail. C'est bien qu'il y a un travail éducatif. Ensuite, il y a le travail associatif. Tout le travail qu'on fait dans le cadre d'une association qui est bénévole, ça représente en France à peu près l'équivalent d'1 million d'équivalents plein temps. Donc c'est pas rien. C'est à peu près 11 millions de personnes concernées. 65% ce sont des retraités. Donc les retraités travaillent, mais ils travaillent dans un cadre qui est bénévole, bénéficiant d'une rente qui s'appelle la retraite. Et ils en profitent, si je puis dire, pour faire tourner une partie non négligeable de l'activité culturelle concernant la santé et l'éducatif en France. Donc, travail associatif. Ensuite, travail collaboratif. Travail collaboratif, c'est le travail qu'on réalise parce qu'on se donne un projet de collaboration pour résoudre un problème. Exemple d'une copropriété, le propriétaire décide de repeindre l'allée. C'est un travail dit collaboratif. Là, se fait de manière spontanée pour répondre à un besoin. Et enfin, le travail du consommateur. Quand on consomme, on travaille beaucoup. Les entreprises ont délégué, ont reporté une partie non négligeable du travail de production sur le consommateur. Par exemple, pour consommer, il faut faire un travail de sélection, de conseil. On va sur Internet, on compare, on met son avis, on donne on note, et tout ça, c'est un travail qui prend du temps. Souvenons-nous que les billets de train, il fallait les acheter à un guichet, donc il y avait bien quelqu'un qui travaillait pour nous vendre le billet de train. Aujourd'hui, on a tout internalisé. Et bien sûr, le do it yourself, le faites-vous vous-même, hein, les meubles qu'on achète en kit et qu'il faut remonter. À une époque, c'est le menuisier qui montait le meuble, c'était la moindre des choses, c'était un peu son travail, justement. Donc, vous voyez, travail domestique, travail associatif, travail collaboratif, travail du consommateur, ça, c'est à peu près la moitié du travail réalisé par une personne en activité durant une vie. C'est la moitié. Et l'autre 50%, c'est du travail dit professionnel ou marchand, parce que donne lieu à une rémunération monétaire qui lui-même se distingue en travail indépendant, les professions libérales, les personnes qui travaillent pour Uber, voilà, les indépendants, et travail salarié, le travail salarié représentant à peu près 85% du travail professionnel. Quelles sont les grandes évolutions du monde du travail que vous pouvez percevoir aujourd'hui, Pierre-Yves Gomez ? Il faut éviter de penser que le travail aurait une sorte de définition universelle, une fois pour toutes, et ne se transforme pas, n'évolue pas avec l'économie, avec la société, avec le mode de production, comme on dit, avec l'environnement socio-économique. Or, depuis maintenant 50 ans,
on est entré dans une forme du capitalisme qui s'appelle le capitalisme spéculatif. Et le travail a évolué depuis 50 ans, donc on en voit les conséquences. Et évidemment, l'évolution du travail a elle-même contribué à faire évoluer le capitalisme spéculatif. Le travail, c'est toujours un rapport social qui est défini historiquement. Or, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a déterminé les transformations du travail? Alors, les transformations par rapport à quoi? À la période précédente qui s'appelait le capitalisme fordien, où on distinguait très franchement le monde professionnel du monde privé, l'espace professionnel de l'espace privé. Comme on le sait, dans le PIB, seul le travail professionnel est pris en compte, pas le travail bénévole, pas le travail privé. Et donc, l'entreprise était le centre de l'activité économique et même le centre de l'activité sociopolitique. Avec le capitalisme spéculatif, les choses ont changé. Alors, je peux dresser 3 conséquences. En fait, le capitalisme spéculatif s'est caractérisé d'abord par la financiarisation. La financiarisation, ça consiste à faire de la finance non pas une servante, mais une maîtresse. En fait, c'est la finance qui détermine l'activité économique, qui oriente les investissements. C'est mis en place à partir des années 1980 dans tout l'Occident. En gros, le capitalisme spéculatif, financiarisé, c'est le capitalisme qui attend une valorisation du capital. Pas du profit, comme on le dit, pas du rendement, une valorisation du capital. Ce qui vaut 1000 aujourd'hui doit valoir 1200 demain. Et cette différence, c'est la valeur du capital qui est augmentée. La raison n'est pas sordide, hein, c'est parce qu'il faut valoriser l'épargne des ménages, et notamment des retraités, pour qu'ils puissent vivre de leur pension, comme on dit. Les fonds de pension sont obligés de valoriser leur capital, pas leur rendement. Donc là, il faut que l'épargne qui vaut 1000 aujourd'hui vaille 1500 demain pour que tout simplement les retraités puissent en vivre. Et donc ça, mis à l'échelle de à peu près 4 milliards de personnes dans le monde, ça donne des masses considérables de finances qui ont été orientées vers les marchés financiers pour essayer de les gérer au mieux dans le sens d'une valorisation de capital. Or, pour valoriser le capital, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des promesses de profit. Si je vous promets d'acheter un bien immobilier dans une zone parisienne ou nantaise, et je vous dis, mais ce quartier aujourd'hui, ça vaut 3 000 € le mètre carré, mais dans 2 ans, ça vaudra 5 000, bah, vous allez acheter aujourd'hui parce qu'il y a une promesse de valorisation du capital. Tout le monde a vécu ça, parce que ce qui est vrai pour les entreprises est vrai pour toute la société. Tout le monde a vécu ça. Et donc, pour les entreprises, ça veut dire qu'aujourd'hui, le capital d'une entreprise vaut 1000 et que l'investisseur va dire, moi, je vous prête, je rentre dans votre capital, mais à condition que je puisse sortir avec un niveau de capital de 1500. Débrouillez-vous pour que le capital vaille 1500 dans 5 ans. Ça s'appelle la financiarisation, parce qu'en fait, on fait une promesse sur la valorisation du capital. Et pour faire cette promesse, là, il faut dégager du profit à tous les niveaux de la production. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a mis en place un système de contrôle de toutes les étapes du travail pour être sûr que toutes les activités vont dégager suffisamment de profit pour qu'à la fin, la promesse qui a été faite sur le fait que le capital va être valorisé soit plus ou moins assurée. Et je dis plus ou moins parce qu'à la limite, peu importe qu'elle le soit vraiment, ce qui compte, c'est que les gens y croient. C'est en ce sens que c'est un capitalisme spéculatif. Il suffit de spéculer pour penser que ça va augmenter, pour que ça augmente, soit qu'il faut donner des preuves. Et c'est pour ça que les entreprises doivent donner des informations sur leur chiffre d'affaires, sur leurs résultats, sur leurs profits tous les 6 mois, puis tous les 3 mois, ce qu'on appelle les quarters. Et donc, ça a changé considérablement la vie des entreprises et du travail, puisque le travailleur qui était valorisé, reconnu et géré à partir de la production s'est mis à être valorisé, reconnu et géré à partir de sa participation à la création de valeur économique, de valeur financière. On a bien connu ça depuis 30 ans dans les entreprises. Multiplication des tableurs Excel, multiplication des reportings pour s'assurer que toutes les étapes du processus de production, donc tout le travail, est fortement contributeur à la création de valeur financière. Financiarisation. Deuxième étape, la numérisation. Le monde s'est numérisé en 40 ans. C'est la grande révolution technologique qui n'est pas liée à l'IA, qui n'est pas liée à tout ça, qui est liée fondamentalement à la numérisation du monde. Les années 1980, on a transformé toutes les informations en information digitale pour des raisons techniques. Et donc tout, depuis les images que vous regardez, le son que vous entendez, le texte que j'aurais pu écrire, tout ça s'est transformé en code 01. Et donc on a mis en place une gigantesque masse informationnelle, gigantesque, de milliards d'octets. Et là, traiter ça, ça conduit à numériser le monde. D'abord, ça a numérisé le monde, on a transformé l'information, mais traiter cette information, la communiquer, l'échanger, ça donne naissance à une industrie numérique qui est devenue une industrie centrale de nos économies. Toutes les autres industries sont alignées à cette industrie majeure. Et bien sûr, financiarisation et digitalisation s'articulent entre eux. Conséquence de la numérisation sur le travail, c'est que une grande partie du travail domestique, du travail personnel, du travail qu'on fait chez soi,
c'est le même que celui qu'on fait dans une organisation. La frontière entre l'entreprise et le reste de la société, et notamment la vie privée par rapport à la vie professionnelle, est devenue de plus en plus étanche jusqu'à disparaître. Je pars avec mon ordinateur portable et mon téléphone portable et je peux travailler chez moi, comme je peux travailler dans un café, comme je peux travailler dans le bureau. Ça fait exploser les frontières d'entreprise et ça fait exploser les collectifs de travail. On a beaucoup affaibli ce qu'on appelle les collectifs de travail, ça a le fait d'être ensemble parce qu'on est du même métier, du même savoir-faire, de la même culture de travail. On n'est plus ensemble. En revanche, il y a beaucoup de travail collectif. Pas collectif de travail, mais travail collectif. C'est-à-dire que l'organisation va gérer des réunions, des plateformes pour qu'on puisse se brancher dessus et donc bien travailler ensemble, mais pas du fait qu'on appartient à la même communauté, mais parce qu'on se branche sur la même plateforme. C'est pas du tout la même chose. Ça, c'est le travail collectif. Et enfin, dernière étape du capitalisme spéculatif, c'est ce que j'appelle la sociétalisation. C'est le fait que cet énorme réseau social qui est devenu la société permet à des acteurs de s'emparer de l'opinion et de parler au nom de la société, au nom de l'opinion publique. Ces acteurs soient soit des activistes, soit des influenceurs. Et ces activistes et ces influenceurs remplacent les vieux corps intermédiaires qui étaient les syndicats, la puissance publique, les entreprises, les églises, qui étaient supposés parler au nom du collectif. Et par Internet, comme tout le monde a l'impression de voir tout le monde et de pouvoir constituer des groupes très facilement, il suffit qu'il y ait des influenceurs qui cristallisent l'opinion pour que cet influenceur ou activiste prétende parler au nom de l'opinion. C'est ce que j'appelle la sociétalisation. Conséquence sur le travail, toute la crise du sens du travail, elle est là. Parce qu'en fait, les influenceurs, les activistes vont proposer d'autres attentes à l'égard de l'entreprise que celles que l'entreprise se donnait elle-même. Pendant les premières années du capitalisme financier, l'entreprise disait on va devenir plus innovante, plus profitable, plus performante, blablabla. Et c'était le récit qui faisait converger le sens du travail avec beaucoup de difficultés. Bon, en tout cas, c'était ça le récit commun. Depuis la crise de 2008 essentiellement, ce récit, il a été évidemment mis en cause, il est devenu moins crédible, au profit d'autres récits, le récit écologique, le récit sociétal, le récit maintenant géopolitique, voire le récit religieux, d'autres récits avec des influenceurs qui vont exiger de l'entreprise qu'elle prenne en compte leurs revendications parce que ce sont des revendications au nom de la société. Si bien que le collaborateur lambda, lui, là, il doit travailler, mais en même temps, il doit être inclusif, il doit faire attention à l'écologie, et il y a une multiplicité d'objectifs qui sont consécutifs à cette explosion des revendications sociétales, de la sociétalisation. Donc, financiarisation et un travail de plus en plus individualisé, numérisation et un travail de plus en plus ici et nulle part, partout et ailleurs, hors de l'entreprise. L'entreprise est devenue poreuse. Et sociétalisation, l'essence du travail, les plus loin sens du travail, si bien que on perd les repères traditionnels. Ils sont perdus depuis un moment, mais là ils sont définitivement perdus. Et le récit dominant, c'est des nouvelles générations qui ont des... Non, c'est pas des nouvelles générations, c'est des personnes qui sont nées dans le capitalisme spéculatif et qui ont un rapport au travail, qui est le rapport au travail dans le cas du capitalisme spéculatif, c'est-à-dire individualisé, très peu collectif, très numérisé et tenant compte de multiples sens possibles. Diriez-vous que l'intelligence artificielle transforme notre rapport au travail? Et si oui, comment? En quoi l'IA peut changer notre rapport au travail? En fait, l'IA n'est que la poursuite de la numérisation, et je dirais sa phase ultime, parce que qu'est-ce que c'est que l'IA sinon le traitement mécanisé à grande échelle de l'information? C'est ça l'IA. Donc, traitement d'information artificielle. On a artificialisé, on a mécanisé le traitement d'information, comme on a mécanisé le creusement de trous. Ça bouleverse beaucoup de choses, et notamment ça bouleverse beaucoup les métiers intermédiaires qui, pendant la phase du capitalisme spéculatif, se sont développés justement comme métier du traitement d'information, parce qu'il y a énormément d'informations du fait de la numérisation et de la financiarisation. Toute cette classe intermédiaire qui s'est consolidée durant le capitalisme spéculatif prend de plein fouet finalement pas une révolution, mais la fin d'un cycle dont elle a bénéficié jusqu'à présent. Ça, c'est vrai que socialement, c'est pas sans importance. Une fois qu'on a dit ça, bien sûr qu'il faut l'accepter. Après, parce qu'on l'accepte, ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi, qu'on accepte n'importe quel usage, et qu'on ne tienne pas compte du fait, évident, que ça va avoir des bouleversements, notamment sociaux, extrêmement forts, bien sûr. Et ça va poser des problèmes d'emploi évidents. Moi, je suis assez serein par rapport à ça. C'est une nouvelle technologie passionnante et extrêmement
surévaluée parce qu'elle cherche des investissements et donc on raconte des histoires plus ou moins réelles et parfois assez absurdes qui font partie du jeu de la captation de finances. On n'est pas dupe de ça. On voit souvent les jeunes générations arriver dans le monde du travail et avoir du mal à y trouver leur place ou à y trouver du sens. Est-ce que vous avez une explication à ce mal-être au travail de la jeunesse? Pourquoi les nouvelles générations se sentent mal à l'aise dans le monde du travail? D'abord, je crois qu'il faut faire très attention à ça. Les générations qui entrent le marché du travail sont celles qui sont nées complètement dans le monde du capitalisme spéculatif, c'est-à-dire qui ont connu la financiarisation, totalement la numérisation et la sociétalisation. Ils sont nés là-dedans. Donc, l'impression de nouveauté vient de l'ancienneté des anciennes générations qui, elles, ont encore en mémoire la mise en place de ce capitalisme spéculatif qui, je le rappelle, se déploie depuis 40 ans. Moi qui suis âgé, j'ai connu la financiarisation, le début. Moi, j'ai connu même la période avant tout ça. Donc, je peux faire la différence. Mais les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, eux sont nés entièrement dans ce monde-là. Ils ne connaissent absolument pas d'autre monde. Pas le monde fordien, pas le monde du syndicat, pas le monde... Donc, le choc, c'est pas le choc des nouvelles générations, c'est le choc des anciennes générations. Et ça, je pense que c'est assez général, ça a toujours été comme ça. Ce qui est nouveau, c'est que là, le choc est très important, puisque on a vécu une période historique de changement de type de capitalisme. Donc, évidemment, le choc paraît plus important. Après, pourquoi les jeunes n'ont pas le même rapport au travail que l'ont, et l'ont de moins en moins d'ailleurs, les plus anciens? Simplement parce que toute la société est devenue individualiste narcissique, du fait de la financiarisation, où on peut spéculer sur son capital personnel, son capital social, son capital relationnel, son capital bronzage, son capital santé, son capital tout ce qu'on voudra, tout est capital. Il y a 40 ans qu'on nous dit qu'il faut développer ses compétences, être employable, etc. C'est normal que la culture qui soit née de cette financiarisation soit une culture individualiste narcissique. Individualiste, ça c'est aussi vieux que le libéralisme. Narcissique, c'est une forme particulière. Narcissisme, c'est le fait de comprendre le monde à partir de soi. Ce qui n'empêche pas de s'ouvrir à d'autres mondes, mais c'est toujours relativement à son propre monde. Donc c'est pas l'individualisme qui est nouveau, c'est le narcissisme en fait. Bon, donc conséquence de la financiarisation, conséquence de la numérisation, parce que les jeunes là, dont on parle, qui n'ont pas le même rapport au travail professionnel, mais ils s'éclatent dans le travail, ils travaillent beaucoup, mais chez eux, sur Internet, ils font des trucs, ils font des vidéos, ils font machin, ils font du travail de consommation, bref, ils font plein de choses qui pourraient être du travail, tellement plus intéressant parce que c'est à leurs mains, que le travail en entreprise. Alors bien sûr à tort, parce que quand on travaille ensemble, on est plus intelligent, parce que lorsqu'on produit ensemble, on est plus intelligent, bien sûr, mais on ne peut pas ne pas prendre en considération que dès lors que j'ai des outils de travail, un objectif personnel avec quelques copains qui ont fait des choses ensemble, c'est quand même plus intéressant de faire ça que de s'embêter avec un chef de service qui va me dire qu'il faut augmenter la valeur pour le grand capital, comme on disait d'ailleurs. Ça paraît évident. Le plus étonnant, c'est qu'on s'en étonne. C'est qu'on se dit, comment les jeunes ne sont pas intéressés par l'entreprise? Parce qu'ils sont intéressés par autre chose, tout simplement, c'est la première réponse. On voit des travaux incroyables sur Internet, on a des vidéos, des gens qui mettent ça gratuitement, donc on voit bien qu'ils s'éclatent en faisant ça. Et donc l'alternative, et c'est intéressant ce que tu me proposes, ton entreprise. Pourquoi faire? Quel est le sens? Et d'où la crise de sens dont je parlais. Et troisième temps, la sociétalisation, ces jeunes, ils arrivent avec une question de crise de sens qui est généralisée et qui vient du fait qu'il y a, comme je l'ai dit, sociétalisation, on veut dire diversité des propositions de sens. Chacun y va de son attente au nom de la société, si bien qu'on est perdu, et que son nom dans une entreprise, on devient une sorte de petit soldat complètement fermé justement pour se protéger, soit on est encore plus perturbé par le fait que l'entreprise est elle-même mise en question, mise en cause par ces différentes crises de sens. Donc on préfère rester chez soi, dans son petit domaine, ce qui contribue à augmenter l'individu narcissique, et voilà comment tout se boucle. Donc c'est pas une question de génération qui serait née subitement fainéante et anti-travail. C'est une évolution d'une société que nous avons constituée ensemble, dont les résultats sont là, tout simplement. Il faut faire avec à partir de ça. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de backlash écologique. Est-ce que vous pensez qu'il soit possible de ne plus s'intéresser qu'à la performance économique de l'entreprise aujourd'hui? Si la question c'est est-ce qu'on peut ne s'intéresser qu'aux résultats économiques et pas aux résultats écologiques? La réponse est dans la question, évidemment que non. Parce que la responsabilité de l'entreprise, elle s'étend bien au-delà de l'économique. Je crois qu'on est allé très loin dans la normalisation, dans le système de contraintes, et que, comme toujours, il y a des effets de balancier. C'est-à-dire qu'on revient en arrière parce que, tout simplement, on se rend compte que pour les entreprises, c'est pas possible de réaliser les objectifs qui sont demandés. Il faut oublier que le backlash, il vient aussi de là. Enfin,
Le recul, il vient par exemple de l'Europe qui se rend compte que comme c'est pas possible de mettre en œuvre, il faut amender. C'est pas nécessairement parce qu'il y a des lobbies qui veulent contourner. Donc voilà, retour de balancier, je pense qu'il faut rester calme par rapport à ça, c'est normal. Ça ne durera pas parce que, en tout état de cause, les problèmes restent les problèmes. De la même façon que ces problèmes économiques, qui à mon avis ont été sous-estimés lorsqu'on a trop poussé l'écologique, comme toujours dans l'effet de balancière, on est en train de trop pousser les questions économiques, en oubliant que les questions écologiques, au sens large, hein, elles demeurent et elles demeureront toujours. Là, si on se pose la question aujourd'hui, il faudra se la poser demain matin, et de toute façon, ce sont des entreprises qui auront pris de l'avance par rapport à ça, qui l'emporteront mieux demain matin. Donc, on n'a rien changé par rapport à ce qu'on disait il y a 2 ans, 3 ans ou 5 ans. On a juste l'impression qu'on a un peu plus de marge pour se rassurer, à tort. Pierre-Yves Gomez, peut-on faire un focus sur la rémunération? Bien sûr que le capitalisme spéculatif s'est traduit par une énorme augmentation des inégalités sociales, qui n'est pas un détail, mais qui en trompe l'œil. Il faut être prudent. Parce qu'en fait, dans un pays comme la France, on va dire que 90% de la population se situe dans une échelle de rémunération qui va de 1 à 4 après impôt. Et même après impôt, c'est 1 à 3. C'est-à-dire que celui qui gagne le plus gagne 3 fois plus que celui qui gagne le moins pour 90% de la population. Déjà, ça calme les ardeurs. En revanche, pour les 10% de la population, effectivement, et sur ces 10%, pour les 2% de la queue de comète, hein, la queue de la courbe, là, les rémunérations ont explosé. Donc, il y a un effet d'inégalité qui, même s'il concerne peu de monde, est effectif, parce que ces 2% modifient toute l'échelle de valeur des 98 autres pourcents, puisque on a des personnes qui vont manifester des consommations exorbitantes, des salaires exorbitants, qui bouleversent les représentations qu'on peut avoir de la justice. Donc c'est vrai que je dis ça en trompe-l'œil, parce que c'est objectivement faux en termes de volume, mais c'est objectivement vrai en termes de symbole. Or, une société, c'est du symbolique autant que du volume. Et en l'occurrence, c'est le symbolique qui l'emporte ici. Oui, les spéculateurs, ceux qui gagnent dans la spéculation, gagnent beaucoup. Enfin, gagnent beaucoup de manière exponentielle. C'est-à-dire que plus on a d'argent et plus on gagne beaucoup. Si j'achète un appartement 100 000 euros, je fais une belle culbute, je le vends au double 200 000 euros, j'ai 200 000 euros en fin de vie active. Si j'achète un appartement 10 millions d'euros et que je fais la même culbute, c'est 20 millions d'euros. Alors, on va dire, en pourcentage, c'est la même chose, 100%, mais en réalité, évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes proportions. Donc, le scan spéculatif enrichit les plus riches. Et c'est vrai que ça a créé cette inégalité symbolique qui est très, très forte. Attention à ne pas imaginer qu'en s'appropriant des rémunérations des plus riches, on réglerait le problème de l'ensemble de la société. Parce que, comme je l'ai dit, ça concerne peu de monde, et surtout, la vraie richesse, c'est pas une richesse de revenus, c'est une richesse de patrimoine. En fait, il faudrait nationaliser les biens pour s'emparer de la fortune des personnes. C'est pas le revenu en lui-même qui ferait une différence considérable pour le reste de la population. Et même, comme on l'a dit récemment, ça a fait scandale, mais c'est très compréhensible économiquement. Vous avez des personnes très riches qui ne payent pas d'impôts parce qu'elles ont 0 revenu, très peu, enfin c'est un revenu minimum, de quoi vivre à peu près confortablement. Puis tout le reste, c'est du capital. Or, ce capital, c'est beaucoup du capital investi, soit dans l'immobilier, mais beaucoup dans les capitales d'entreprise. Donc, il faudrait nationaliser les entreprises pour récupérer la fortune. Vous voyez? Donc là, on tombe dans des logiques de changement de régime économique qui dépassent la simple correction des inégalités sociales par une échelle de revenus de patrimoine plus équilibrée. Donc voilà, oui, on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y a une question d'inégalité, mais il faut conduire à partir de là des politiques avec discernement, parce que récupérer cette richesse supplémentaire, c'est remettre en cause tout notre système, et pourquoi pas, moi ça me dérange pas plus que ça, hein. Mais voilà, il faut aller jusque-là. C'est pas juste une correction à la marge. Par plus d'impôts, comme je vois, il y a qu'à imposer à 100%, ben oui, c'est sûr que c'est un impose à 100%, mais enfin, qui va accepter d'imposer à 100%? Autant prendre directement le patrimoine de la personne. Voilà, donc là, il y aurait un vrai changement de régime, et peut-être faut-il l'appeler de neveu, hein. Comme je l'ai dit, c'est pas un détail. En l'occurrence, le fait qu'il est très 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 riche a un effet sur toute la population, du fait d'un phénomène bien connu depuis Pierre Bourdieu, qui est l'effet de distinction. Toutes les classes sociales essaient d'imiter la classe au-dessus et de prendre sa place au sens d'imiter ses comportements. Alors si la classe supérieure en termes de revenus est dotée de revenus considérables, dépensés n'importe comment, en fait, ce qui se passe dans un capitalisme spéculatif, la dépense est extrêmement ostentatoire et c'est ça qui fait la puissance de cette élite surrémunérée, c'est sa capacité à dépenser de manière ostentatoire. Ça veut dire que
Cette élite donne à toutes les couches de la population comme point de focalisation de la réussite, l'ostentation de la consommation, la surconsommation, l'indifférence aux conséquences écologiques, sociales, humaines de ce qu'on fait, même si on a un discours évidemment qui va bien sur aimer les bébés phoques et défendre le climat, je ne sais quoi. Mais on peut toujours avoir le discours, ça mange pas de pain. Et là, il y a une responsabilité majeure de l'élite aujourd'hui dans la dégradation de notre société ou de notre écosystème. L'élite, traditionnellement, c'est celle qui est responsable du bien commun au nom de tous et qui désigne ce qui doit être le juste. Je ne dis pas que ça a été comme ça dans les siècles précédents, mais ça a été plutôt comme ça. Il y avait une responsabilité, même jusqu'au XIXe siècle, XXe siècle, de la bourgeoisie à montrer ce que la sobriété dans la réussite. Si l'élite, c'est l'inverse, c'est craquer l'argent, c'est montrer qu'on a beaucoup d'argent et que ça n'a pas d'importance, elle a une responsabilité énorme dans la dilapidation globale de notre capital. Parce que la petite personne en bas de l'échelle qui achète sur Chine ou sur Temu en se disant bah, moi je craque aussi à ma manière avec mes 5 euros en achetant N petites choses, bah, comme l'influenceur ou l'influenceuse que je vois bah, miraculeusement à Dubaï ou je ne sais où, sur des yachts, montrer comme il est bon d'être dispendieux. Donc là, je crois qu'il y a une responsabilité de l'élite et qu'il ne faut pas se laisser piéger par ça, qu'il y a un travail presque personnel. Avoir un discours juste sur le fait que ces personnes sont dangereuses pour l'équilibre symbolique de la société. Y a-t-il des messages que vous aimeriez transmettre aux entrepreneurs? Qu'est-ce que j'aimerais dire aux entrepreneurs aujourd'hui dans une période difficile parce qu'effectivement, les contraintes sont multiples. L'entreprise ne fait pas aussi rêver qu'elle pouvait encore le faire dans les années 80 ou 90. On est dans une société qui recherche, comme on l'a dit, le travail privé, pas nécessairement le collectif. Donc, que leur dire? Et s'ils sont entrepreneurs, d'abord, il faut partir de là. Pourquoi ils sont entrepreneurs? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'entreprendre? Pourquoi ils ont envie d'entreprendre? Qu'est-ce qui fait qu'en eux, quand vous, entrepreneurs, vous vous sentez différent du fait même d'être entrepreneur? Entrepreneur, c'est celui qui entre pour mettre ensemble et combiner des ressources. Donc pourquoi vous êtes entrepreneur? Partez de là, partez de ce que vous avez dans les tripes. Et puis, le grand sujet pour l'entrepreneur aujourd'hui, c'est de ne pas avoir le nez dans le guidon, alors ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui en particulier, et d'avoir ce coup d'avance en termes de rêve, de projet, de donner envie, de quelque chose de plus grand. Regardez tous les entrepreneurs qui ont réussi, ces entrepreneurs qui ont envie de donner envie, qui ont envie de pas être leader sur la réussite elle-même, mais de donner envie de quelque chose dans notre monde, dans notre... À tort ou à raison, parfois c'est pas pour des bonnes raisons, même un Elon Musk, dont on pense ce qu'on en pense, mais on ne peut pas lui dénier presque le génie de donner envie de quelque chose, du rêve de Mars, c'est absurde, mais au moins donner cette envie. Et je crois que l'entrepreneur, c'est celui qui, dans un monde où il y a plein de consommation possible, plein d'assouvissements de désirs possibles, celui qui doit arriver à donner envie qu'on fasse ça parce que c'est utile, qu'on fasse ça parce que le monde en a vraiment besoin. Voilà. On a besoin de personnes comme ça. Même question pour les politiques, qu'avez-vous envie de leur dire? Pour ce qui concerne le travail, en tout cas, je leur dirais, le travail, c'est quelque chose qui est devenu fragile. Il ne faut pas en rajouter en termes de normes. Alors, je sais que c'est assez bateau aujourd'hui de dire ça, mais il y a des normes absolument nécessaires parce qu'elles défendent les salariés, parce qu'elles défendent... Voilà. Mais il y a une lâcheté à tout régler par des lois générales, par des normes générales. Donc voilà, je dirais aux politiques, prenez soin de ce travail en laissant le plus de latitude possible dans sa gestion à ceux qui sont concernés, à commencer par les travailleurs eux-mêmes. Et dans les travailleurs, j'entends les entrepreneurs comme les collaborateurs. Tous sont des travailleurs. C'est là que ça se joue la bonne connaissance du travail. Et c'est là que le maximum, de manière subsidiaire, peut être résolu. Et encore la même question, mais c'est la dernière fois, c'est promis, pour les jeunes cette fois. D'abord, c'est que je comprends très bien que vous ayez envie de réaliser le rêve que moi j'avais aussi quand j'étais jeune, c'est-à-dire travailler le moins possible et le plus possible sur ceux qui m'intéressaient. Je veux dire, voilà, soyons vrais, quoi. On va pas se raconter des histoires avec des grands mots. Bien sûr que c'est une attente, mais quand même, ce qui, en tout cas, moi, m'a poussé quand j'étais jeune et aujourd'hui encore, c'est le sentiment d'être utile. Et je sais que chez les jeunes, il y a d'abord ce sentiment, se sentir utile à quelque chose, se sentir utile à quelqu'un, sentir que ce qu'on va faire va pas nécessairement changer le monde, mais changer quelque chose quelque part. Et donc, si vous êtes sur cette dynamique, être utile, mais continuez comme ça. Poussez les entreprises à être utiles. L'utilité, ça commence par le bien, le service produit. Ça peut être aussi la création du groupe, d'une communauté qui fait que ça avance. Ça avance parce qu'on voit que là, en réalisant mon travail, je contribue
à quelque chose qui est plus grand et qui vaut la peine. Continuez comme ça, poussez-nous à être utiles. Pierre-Yves Gomez, avez-vous un dernier message pour nos auditeurs ? Pensez à une vie sobre. Et la sobriété de vie, c'est pas la pauvreté, c'est pas le manque, c'est pas l'ascèse, c'est simplement être toujours en situation critique par rapport à ce qui m'est indispensable. Est-ce que ça m'est absolument indispensable? Est-ce que ça m'est absolument nécessaire? Est-ce que je pourrais m'en passer? Quant à l'usage, quant à la consommation, quant au travail, quant à ma relation aux autres, de quoi je peux me passer et de quoi je ne peux pas m'en passer? Est-ce que ce dont je ne peux pas m'en passer, ça vaut vraiment la peine? Aujourd'hui, si j'avais à recommencer tout mon parcours de vie, je le relirais par rapport à ça. Ce qui m'a sauvé, je crois, ce qui m'a sauvé au sens, ce qui m'a permis de ne pas être entraîné dans ces grandes logiques sociales qui nous dépassent et nous fabriquent, c'est toujours de dépenser beaucoup moins que mes revenus, par exemple. C'est toujours en deçà, pour pas être dépendant. Si je n'ai pas de mon boulot, si je changeais de boulot, ne pas être dépendant. C'est de ne pas être endetté à un point tel que je ne peux pas ne pas poursuivre une trajectoire parce que je suis coincé. Donc, c'est d'être dans des systèmes de dépendance nécessaires, quand on a une famille, quand il y a des systèmes de dépendance nécessaires, mais que j'ai choisis, qui ne sont pas imposés. C'est ce que j'appelle la sobriété de vie. Vous voyez, donc, c'est une sobriété qui est loin de l'ascèse. C'est la vieille notion médiévale, ça. La vie sobre, c'est la vie qui est pesée, qui est pensée, dans sa justesse, ce dont j'ai vraiment besoin. Et ça peut être beaucoup, mais au moins que je le sache. Merci Pierre Gomez sur cet éclairage du monde du travail actuel. Et merci également de nous rappeler l'importance de la sobriété, qui n'est donc pas du tout l'équivalent de vivre au rabais, mais bien plutôt de vivre de manière juste. Il y a effectivement un rééquilibrage permanent à faire dans nos vies pour garder le contrôle de nos choix de consommation et de nos rythmes de vie. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez vraiment pas à le partager autour de vous. Pour suivre nos actus ou vous abonner à notre newsletter, on vous donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt donc.